j'étais un gros bagarre. Ouais. On va dire que j'avais la patate facile, quoi. Moi, je suis un mec qui m'adapte. Je m'adapte. En ce moment, la tendance, c'est le MMA. J'ai déjà l'habitude de boxer dans la cage. J'ai l'habitude de boxer avec les petits gants. J'ai déjà fait un peu de sol. Donc pourquoi pas à l'avenir. Franchement, moi j'ai une facilité avec les tailles hors du commun. Je trouve que les tailles, même les meilleurs, hein, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de rythme. Ils n'aiment pas trop les patates, c'est pas trop des bagarreurs. Et quand t'entends ah, et c'est qui, c'est toujours moi le fautif. Ouais, il m'a blessé sans faire exprès. J'ai toujours été un mec qui avance, je tape fort, à Mouebouk, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Gong. Et pour ce podcast, j'ai le plaisir, la joie d'avoir à mes côtés Samy Sana. Bonjour Fred, merci, moi aussi c'est un plaisir partagé, franchement, un plaisir partagé. Ta chaîne, on la kiffe, on la suit depuis très longtemps et c'est toujours un plaisir de répondre à tes appels, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Samy. Ouais, un plaisir. Et pour commencer cette interview, je voudrais que tu me parles un petit peu. On va commencer, pour une fois, on va commencer un peu par l'actualité, puis après Okay. on va aborder certains côtés biographiques. Ok. Voilà. Et donc en ce moment, avec le Covid, avec ces 2 dernières années, hein, c'était plutôt les vaches maigres. C'est vrai, avec le Covid, c'était très compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance pendant le Covid de pouvoir aller boxer parce que j'ai eu la chance d'être dans une organisation qui avait les moyens et qui organisait pendant le Covid. Vu que c'était à Singapour, il n'y avait pas les mêmes restrictions qu'en France. Donc c'est vrai que j'ai pu faire quelques combats pendant le Covid, ce qui m'a énormément aidé. Mon dernier combat, c'était il y a 7 ou 8 mois. Et j'avais boxé juste avant, mais ouais, j'ai toujours gardé une routine régulière de combat. Donc ça va, c'est jamais trop espacé de plus de 6 mois mes combats, donc ça va. Et donc actuellement, tu as plusieurs projets, donc C'est tu vas ça. continuer à organiser, C'est ça, comme tu l'as commencé. Tu vas ouvrir une salle aussi, c'est ça. voilà. Et tout en continuant ta carrière de combattant. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on va commencer, si tu veux bien, par ta carrière de combattant. Ok. Et tu as combattu ces derniers temps au C'est ça. One FC, avec des petits gants. Voilà, j'ai boxé avec des petits gants. En fait, au One, quand on boxe en Muay Thai, c'est avec des petits gants et en kickboxing, c'est avec des gloves normales, quoi. Donc j'ai fait les deux, j'ai boxé D'accord. avec les deux gants, avec les MMA gloves et les gloves basiques, quoi. D'accord, mais toujours en cage. J'ai boxé sur le ring aussi. Sur le En ring fait, aussi, tout dépend. La cage ou le ring, ça dépend de l'événement. Ça peut être sur un ring, comme ça peut être dans une cage. Et moi, j'ai fait les deux. D'accord. Oui, ils ont 3 formats en gros. 3 formats, ouais, c'est ça. Ring kick, taille, cage, petit gant. Ça dépend. On peut Ouais. boxer en kick ou en taille. On peut boxer dans la cage. En fait, tout dépend juste de l'événement. Des fois, tous les combats de l'événement se font dans la cage et il y a des événements où tous les combats, même de MMA, se font sur un ring, en fait. Ça dépend de leur bon vouloir, quoi. D'accord. Et toi, donc, tu as testé un peu tous les formats. Ouais, c'est ça. Du coup, quel format te plaît le plus actuellement? Franchement, moi, le format qui me plaît le plus, c'est dans la cage. C'est dans la cage parce que dans la cage, on est que nous-mêmes, je suis qu'avec l'adversaire, en fait. Si tu veux, le phénomène de la cage, on ne voit plus rien autour, on n'entend plus rien autour. On a l'impression vraiment d'être barricadé, d'être enfermé. Donc moi, ça me convient très très bien. Ça me convient parfaitement, même, je dirais. Voilà, je suis plus concentré sur mon adversaire, sur le fight. On va dire que quand je boxe sur le ring, je suis focus sur le combat, mais je suis quelqu'un qui est très showman.
qui marche avec le public. Donc des fois, je peux être attentif au public, je peux écouter, je peux être, je dirais pas déconcentré, mais je peux être moins focus sur le combat que dans la cage. Je suis vraiment, il y a moi et mon adversaire, c'est tout. D'accord. Voilà. C'est comme si c'était plus enfermé, plus concentré. Donc Voilà, plus, c'est ça. On peut pas se sauver dans la il y a cage. une tension. Comme on dirait. Ouais. Il y a une tension plus aussi du fait que c'est justement un autre environnement. Du coup, Je dirais pas une tension, mais en tout cas pour les boxeurs qui aiment bien boxer dans les cordes, qui aiment bien fuir, etc. Là, il y a moins de chance. On va dire, il y a moins de chance. Quand tu es dans la cage, tu peux pas trop fuir. Les grillages, ils sont durs. Donc c'est toi et toi, quoi. Tu vois. D'accord. Et est-ce que au niveau des gants aussi, je préfère les gants de MMA, vraiment. oui, ça c'est Il n'y a très. pas photo. Nous, au niveau du Muay Thai, on peut, avec les petits gants, on peut mieux travailler le corps à corps, on peut mieux passer les mains, on a plus de liberté. Et le seul inconvénient, je dirais, c'est au niveau de la garde, parce que c'est une garde qui est très une passoire. limitée. Voilà, c'est ça. Mais après, avec le temps, on prend l'habitude, en fait. On prend l'habitude et on se fait notre propre garde. Et après, c'est comme sur des roulettes, quoi. Du coup, tu as revu un peu ton style justement avec ces petits gants. Tu parlais de cette garde et Bien toute la sûr. distance justement. Bien sûr. Ben, on va dire que la distance, ça va être la même. C'est juste au niveau de la garde que ça change un petit peu. Je ne peux pas avoir, généralement, avec les gants normales, j'ai une garde très hermétique. Là, je ne peux pas avoir une garde très hermétique parce que c'est plus risqué. Donc, j'ai une garde un peu plus ouverte, un peu plus aérien, on va dire. Tu vois. D'accord. Et un peu plus peut-être dans l'esprit justement du Muay Boran, de l'origine de la boxe un thaï. Un peu plus. Ça se rapproche, on va dire. Ouais. On va dire ça se rapproche. Avant ça, oui, toi, tu n'avais jamais combattu justement en Muay Boran avec tu sais, juste des. Si, j'ai déjà boxé avec les cordes. Avec les cordes, ouais. J'ai déjà boxé au Thai Fight avec les cordes. D'accord, ouais. Et Donc, c'était un format qui me plaisait bien aussi. Ouais. Avec les cordes, on va dire que les cordes, c'est plus volumineux que les gants de MMA. Parce que les cordes, elles sont larges, elles sont épaisses, il y a une bonne couche. Donc ça enveloppe vraiment la main, il y a du volume, il y a du poids. Que vraiment dans les gants de MMA, c'est très léger, il n'y a pas de poids, quoi, tu vois. Ouais. C'est fluide. D'accord. Et pour la suite donc, des événements, toi, est-ce que par exemple au One FC, au One, vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous pouvez demander à plus boxer dans tel ou tel format, justement, dans tel… Bah, franchement, moi, je suis quelqu'un de pas compliqué, pas difficile du tout, que ce soit en kickboxing, que ce soit en Muay Thai. Donc franchement, sur ce point-là, je n'ai pas à me plaindre. Je ne suis pas difficile du tout. Donc moi, tout me va. Franchement, tout me va. Peu importe l'adversaire, peu importe le format. Franchement, tout me va. Je ne suis pas compliqué du tout. Tu as un contrat d'exclusivité avec eux? J'ai pas un contrat d'exclusivité, ça veut dire que je peux boxer dans mes propres organisations ou dans d'autres organisations, mais il faut leur demander l'autorisation. Et bien sûr, pas d'organisation concurrente, même si on n'a pas trop des concurrents, mais pas de concurrents, quoi. Pas de Glory, pas de Bellator, pas d'UFC, pas tous ces trucs-là, quoi. D'accord. Tu as certaines restrictions. Voilà, sur les les très grosses organisations. Qui puissent rivaliser avec eux, quoi, vraiment. Et on va parler de tes autres casquettes, donc d'organisateur et puis la salle que tu veux monter. Mais là, pour l'instant, dans ta carrière, tu dirais que tu en es où? Ben, franchement, moi, je suis très satisfait de ma carrière. J'ai commencé très jeune et on va dire que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. J'ai fait énormément de combats, j'ai boxé dans tout le monde entier, j'ai boxé les meilleurs, j'ai battu les meilleurs, j'ai pris du plaisir. Franchement, j'ai eu ce que je méritais, on va dire. Par la suite, j'ai fini au One Championship, qui est la meilleure organisation de la planète actuellement. Franchement, moi, je suis très satisfait, même si je suis encore très ambitieux, j'ai encore envie de tout arracher, comme on dit. Mais jusqu'à présent, franchement, je suis très satisfait. J'ai battu Yo Tsang Lai, qui était un des meilleurs de la planète, que j'avais déjà boxé, j'avais perdu. Et pour moi, lui, ça a toujours été, il fallait que je le reboxe, il fallait que je le batte. Et déjà, l'avoir battu, c'est un accomplissement dans ma carrière.
Le premier combat, c'était en 2012, c'est ça, 2013? Je me rappelle plus de la date, mais c'était un petit moment, c'était il y a un petit moment quand même. C'était ça, ouais. Voilà, Est-ce que tu penses que lors du premier combat, tu étais trop jeune, trop vert pour le… Je dirais pas trop jeune, mais je dirais plus fougueux. Plus fougueux. On va dire, j'ai été prévenu 2 semaines à l'avance du combat. Donc j'ai pas eu le temps de bien me préparer, bien faire ce que je voulais. Et moi, j'étais un peu je m'en foutiste. Donc moi, je partais en Thaïlande, j'étais plus en vacances qu'en mode fight. Donc vacances partiales. Ouais. voilà, exactement. Donc on va dire que je suis passé un petit peu à côté, même si j'ai fait un beau combat. Je suis passé un petit peu à côté et je me devais après de revenir et de le battre. Tu as changé réellement, justement, tu disais que tu étais fougueux. Est-ce que c'était plus fougueux à l'époque, c'était uniquement sur le ring? Tu dirais que tu es devenu plus, puisque là maintenant tu as ton organisation, la salle, enfin donc le côté business arrive avec plus de maturité. Est-ce que le Samy d'avant n'avait rien à voir avec le Samy d'aujourd'hui? Non, ça n'a strictement rien à voir. Avant, je pensais qu'à boxer, je voulais que boxer, je voulais que rentrer sur le ring, me bagarrer. J'avais pas d'autres casquettes à côté, j'étais jeune, je pensais qu'à ça, quoi. On va dire que je pensais pas à l'aspect business, je pensais à rien. Je voulais que prendre du plaisir, que monter sur le ring. Et voilà, maintenant c'est différent et en plus j'étais un peu plus jeune. Donc on va dire, plus on prend de l'âge, plus on atteint un grade de maturité. Plus on a besoin de penser à l'avenir, à comment mieux vivre, avoir plus de projets, ce qui est logique. Donc je dirais dans le comportement sur le ring et tout, dans ma personnalité, je suis le même, mais au niveau des projets, au niveau de ma maturité sur le ring, en termes d'expérience aussi, ça n'a strictement rien à voir. J'étais très dangereux à l'époque, maintenant je le suis encore 20 fois plus. Tu disais juste que tu voulais prendre que du plaisir, mais on avait fait une interview, je me souviens, dès le départ, tu avais une visée professionnelle. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Parce que ça, tous les combattants l'ont pas au départ, même si aujourd'hui, surtout avec le MMA, l'aspect carrière, tu vois, et rentre tout de suite en ligne de compte. Mais à l'époque, toi, je me souviens, tu m'avais dit, je veux la boxe, ça m'a plu parce que tout de suite, je pouvais prendre des cachets, je pouvais avoir l'argent, enfin le salaire de mon travail. En fait, c'était un bon compromis. Moi, je gagnais ma vie avec ça. Ouais. Donc, le fait de prendre du plaisir et en même temps d'être rémunéré, c'était le format idéal pour moi. Prendre du plaisir, boxer, en même temps gagner ma vie, prendre de l'argent. Même si à l'époque, ce n'était pas des gros cachets, j'étais jeune, ça me suffisait. Je n'avais pas énormément de responsabilités. Ça me suffisait, ça me convenait. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il en faut beaucoup plus de l'argent. Voilà, ça n'a rien à voir maintenant. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours voulu être le meilleur. J'ai toujours voulu être le numéro 1. J'ai toujours voulu devenir un très grand champion. Donc voilà. Est-ce que tu disais que tu as fait un peu tout ce que tu voulais faire en boxe thaï, en pied-point. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as fait le tour? Est-ce que justement ces combats avec les petits gants, pour toi, déjà, ça peut être une mise en bouche? En gros, est-ce que tu veux te mettre au MMA? Est-ce que tu t'es déjà entraîné au sol en lutte? Est-ce que ça fait partie de ton plan? Maintenant, on va dire que j'ai fait un peu le tour en pied-point et que maintenant, la tendance, c'est le MMA. Même si j'ai toujours été un puriste Muay Thai, même quand je me suis dirigé vers le kickboxing, c'était pas moi, quoi. J'y suis allé parce qu'il y avait énormément de propositions et que c'était là où il y avait le plus d'argent. Donc je me suis dirigé vers le kickboxing. Mais on va dire qu'avec la tendance actuelle, moi je suis un mec qui m'adapte. Je m'adapte. En ce moment, la tendance c'est le MMA. Ça a pris une énorme place dans notre société, ça a touché le grand public. Parce que la boxe thaï, la boxe thaï, ça touche pas le grand public. C'est vraiment un monde réservé aux puristes, vraiment un monde à part. Le MMA, c'est plus grand, donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On va dire que j'ai les capacités. Je dirais même, je suis très confiant même. J'ai déjà l'habitude de boxer dans la cage, j'ai l'habitude de boxer avec les petits gants. J'ai déjà fait un peu de sol,
Donc pourquoi pas à l'avenir. J'ai déjà eu des organisations qui m'ont approché pour faire du MMA. Donc je me laisse un petit temps de réflexion, mais c'est largement envisageable. Et tu dis que tu as tâté un peu le sol. Tu as fait des entraînements sérieux, enfin tu as commencé à voir sérieusement de ce côté-là, Ouais, j'ai un peu ce que commencé ça un petit peu. représentait en termes de charge de travail. J'ai commencé un Ouais. petit peu, mais on va dire que même avant la légalisation du MMA, j'avais déjà fait un peu de sol avec mes potes. J'ai énormément de potes qui font du MMA, donc je me suis déjà toujours un peu testé. Moi, je suis un multisport, on va dire. J'aime tous les sports et le MMA, ça se rapproche de la bagarre, donc j'ai déjà tâté un petit peu le terrain déjà depuis l'époque déjà. D'accord. Et par contre, il y a pas de. Enfin, t'attends les propositions, t'attends que les propositions viennent. Est-ce que tu ferais ça avec le One? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Ou- Franchement, après, pour le One, c'est à moi de décider si j'ai vraiment envie de me lancer dans le MMA. Ils vont m'ouvrir les portes, hein. Ils vont me donner des combats en MMA comme Fabio Pinca l'a fait. Euh, Est-ce que tu ne voudrais pas servir de locomotive à ta propre organisation, justement? Est-ce que toi, si tu organises là dorénavant, est-ce que tu veux te cantonner à de la boxe thaï, qui on sait est toujours brimée en France, hein. T'as encore ouais, c'est clair. Ils ont autorisé les coudes sans coudière en Ouais, MMA, y compris au sol, et toujours pas en boxe thaï. ouais, parce que nous, c'est trop violent. Ils savent pas mettre les coudes. Nous, quand on met les coudes, nous, c'est violent. Nous, Ouais. on Et- peut tuer avec nos coudes. ouais. Mais Et- non, mais en boxe thaï, partout dans le monde, tu as les coudes, tu vois. non, En c'est clair, France. nous, c'est que la France Tu les as pas. c'est que la France Que qui la France bloque, là-dessus même dans les qui pays bloque. frontaliers, la Ah ouais. Belgique, c'est sans coup de gère chez les pros, il n'y a que la France qui bloque. Mais je pense que moi, si j'organise, je vais organiser avec ce que je sais faire en fait. Ce que je sais faire et ce que je sais faire le mieux, c'est le Muay Thai. Et en réalité, ma plus grande passion, c'est le Muay Thai. Donc, si je dois faire plaisir à mon public, ça va être en Muay. Tu vois, j'ai envie de faire du sale, j'ai envie de faire mal et je vais pas me louper, donc ça va rester en Muay Thai. Et en plus, j'ai une petite génération de fighters qui sont là et c'est bien de leur rendre l'appareil, leur donner les possibilités de boxer en Muay Thai une bonne petite organisation, de leur faire plaisir. Donc je me consacre d'abord pour les miens et moi après je verrai pour l'autre public qui est le grand public, le public MMA et on verra chaque chose en son temps. Tu entraînes, tu parlais des petits jeunes, là, c'est des jeunes avec qui tu t'entraînes ou que tu entraînes aussi? Est-ce que tu as la casquette d'entraîneur aussi? On va dire que dans mon club, qui est le Phoenix Muay Thai, il y a toute une locomotive de petits jeunes et c'est la continuité. C'est la continuité. Ils à la salle, ils me regardent m'entraîner, ils me regardent boxer. On va dire qu'ils aimeraient bien devenir ce que je suis devenu. Donc c'est la priorité maintenant de leur transmettre tout le savoir qu'on a acquis avec le temps, tous les comment dirais-je, tout le game plan qu'on a mis en œuvre pour en arriver là, le transmettre aux petits pour qu'eux ils puissent évoluer plus vite que moi. Moi j'ai énormément galéré pour que eux voilà, ils réussissent entre de bonnes mains, quoi, dans de bons cadres. D'accord. Tu veux leur éviter certaines erreurs que tu as pu faire Ce qui est logique. Ouais, bien Les sûr. erreurs que j'ai faites moi, il ne faut pas qu'ils les reproduisent. Les galères que j'ai eues moi, il ne faut pas qu'ils les ont aussi. Donc c'est obligatoire, on est comme ça, hein. C'est quoi, tu dirais, aujourd'hui, les plus grosses erreurs de ta carrière ou les erreurs que tu regrettes le plus d'avoir fait? On va dire que c'est pas des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de promoteurs qui voulaient me faire boxer. Donc moi, j'étais obligé d'user de la force pour boxer, entre guillemets. Ça veut dire leur envoyer des messages de mon compte personnel sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour leur dire de boxer avec des méthodes un peu chelou en leur disant je sais pas moi, je suis obligé de boxer chez toi, je vais te battre ton champion, je suis le meilleur, alors que je suis pas comme ça de base. Jouer à la provocation, mais j'étais obligé de jouer un peu la provoque juste pour pouvoir monter sur le ring. Parce que sinon, j'allais rester à boxer à Japy, en championnat de France toute ma vie. Donc j'étais obligé un peu de casser les barrières, quoi. J'étais obligé de casser les barrières et j'avais pas de personne derrière moi
pour me pousser à boxer dans les grosses organisations, dans les galas. Donc j'étais obligé de faire ça moi-même. Que là, maintenant, les petits jeunes, ils m'ont moi. Donc moi, je peux essayer de leur trouver des combats avec toutes les relations et les contacts que j'ai. Ça peut leur faciliter, tu vois. Bien sûr. Tu as parlé de la légalisation tout à l'heure du MMA. Effectivement, là, ça fait 2 ans que c'est autorisé en France. Et la première année, c'était encore une année, personne ne pouvait organiser, Covid et compagnie. Mais là, maintenant, depuis que ça a repris, on voit qu'il y a un gala toutes les semaines. Est-ce que tu suis un peu l'actualité de l'organisation, sachant aussi qu'il y a beaucoup de combattants du pied-point qui s'y mettent Ouais, je suis en plein dedans, je regarde, je connais toutes les organisations un peu. Je suis dedans, on va dire que je suis dedans, j'ai pas lâché le train, quoi. Je suis dedans, je m'intéresse. Je m'intéresse. Après, tout ce qui est sport de combat qui se rapproche de la boxe thaï, je m'intéresse, on va dire. On va dire, et après c'est le même cercle. On a toujours des potes qui font du MMA, des potes qui font du kick, des potes. Donc, on s'intéresse. On s'intéresse et je suis content aussi qu'il y ait beaucoup d'organisations de MMA. Au moins, ça influence les jeunes à faire du sport, à faire un sport de combat. Voilà, une porte de sortie pour certains des cas, et voilà. Hein. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, on a certains combattants qui directement commencent avec le MMA, tu vois, dans cette but, mais tu en as d'autres aussi qui commencent par d'autres sports de combat. Et aux États-Unis, tu as vachement la lutte, bien sûr, mais la boxe thaï, ça peut être aussi une bonne voie d'entrée. Tu penses que on va garder ça, chaque style, tu vois, va perdurer quand même la boxe thaï. Est-ce que tu vois ces sports-là continuer à exister à côté du MMA ou disparaître en partie quand même, parce qu'on voit au niveau des organisations, tu vois, il n'y a plus de grandes organisations, le Glory a du mal à trouver un vrai souffle. Je pense que c'est une question de feeling qui est propre à chacun. T'en as qui vont préférer tout de suite la boxe thaï, donc ils vont se lancer. T'en as qui vont préférer le judo, ils vont se lancer dans le judo. T'en as qui flashent tout de suite sur le MMA, donc ils vont commencer le MMA. Je dirais c'est une question de feeling. Après, pour perdurer, c'est vrai que le MMA à l'heure actuelle, il a pris une grosse place, surtout avec l'UFC qui font une très 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 bonne com. C'est l'Amérique. Donc les petits jeunes, ils sont beaucoup influencés sur l'UFC. Donc du coup, ça engraine plus de jeunes vers le MMA. C'est très, très chaud. Donc l'Amérique, c'est ça, c'est chaud. Donc ils sont plus dirigés vers ça, mais il y a toujours une place pour notre sport et pour tous les autres sports. Comme on dit, il y en a pour tout le monde. On parle du MMA, mais il y a énormément d'organisations de boxe thaï aussi en France qui se déroulent maintenant toutes les semaines. Je vois des organisations, même plus qu'avant, je dirais. Je dirais plus qu'avant. Avant, on avait quelques grosses organisations qui s'organisaient occasionnellement, comme le Best of Siam, comme la Warriors Night, mais il n'y en avait pas énormément des réunions. Que là, maintenant, on voit plein de petits galas, plein de petits propriétaires de salles qui font leurs propres galas. Même hors Paris, il y a beaucoup d'événements de boxe thaï. Et c'est vrai que le MMA, c'est vraiment concentré sur Paris. On entend beaucoup parler parce que c'est à Paris, parce que c'est un peu plus médiatisé. Donc on entend plus parler, mais il y a énormément d'organisations de boxe thaï dans toute la France. Il y a énormément de pratiquants aussi en boxe thaï. C'est juste que la boxe thaï, je pense que ça a toujours été un sport très, je dirais, secret. Je dirais très secret, très privilégié, très à part, tu vois, parce que c'est quand même un sport qui est très violent. C'est un sport. C'est vrai qu'à la différence du kick, par exemple, il y a toute une culture autour de la boxe thaï. Ouais. C'est ça, et je pense que la boxe thaï, ça ne disparaîtra pas parce que c'est un sport légendaire, c'est un sport noble, c'est un sport qui a une histoire. C'est un sport, je pense qu'on peut dire aux Thaïlandais ce qu'on veut, ils ne parleront pas du MMA, ils vont rester avec leur boxe thaï toute leur vie parce que ça fait partie de leur histoire. Tu vois, donc, est-ce que tu penses que ça va quand même évoluer? Il y a beaucoup d'équipes, y compris américaines et tout, qui s'installent en Thaïlande, qui ont
qui ont leur gym, leur Bien team sûr. là-bas. Est-ce que tu penses quand même que la boxe thaï peut être influencée comme ça par justement le sens du show, par le côté international du MMA Bien et sûr, tout? ben ça vient, on le voit avec le One Championship. Le One Championship, je pense qu'ils ont révolutionné un peu la boxe thaï. Ils ont mis la boxe thaï en haut des projecteurs, ils ont mis la boxe thaï avec des gants de MMA, ils ont mis la boxe thaï dans une cage. Ils font des réunions, je dirais, magnifiques. Ils concurrencent clairement l'UFC. Ils sont même devant l'UFC, sauf que ça reste asiatique, on n'entend pas parler, mais au niveau des stats, ils sont clairement devant. Donc je pense que ça fait évoluer la boxe thaï. Ça fait évoluer la boxe thaï. Et en Asie, je pense que l'Asie, ils sont focus sur le One Championship. Donc après, chaque pays, voilà, comment je dirais-je, a Son approche, son son format, approche. Donc ouais. voilà, donc je pense que tous les Asiatiques, les petits gamins asiatiques, je pense qu'eux, ils se voient au One Championship. Ouais. Je pense que tous les gamins européens, américains, ils se voient à l'UFC. Donc je pense que c'est un bon compromis pour tout le monde. C'est un bon compromis C'est pour vrai. tout le Est-ce monde. que tu penses que la culture justement du sol, tu vois, de la lutte, ça fait pas trop partie de l'Asie en fait, de la Thaïlande ou de la Chine ou ces pays-là, même le Vietnam. Par contre, le Japon, bien sûr, le Japon c'est jiu-jitsu, Bien judo. sûr. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura toujours une prédominance comme ça du striking, du pied-point en Asie du Sud-Est? Bah, je pense je pense aussi. Je pense que l'Asie, c'est pied-point, quoi. Ouais. C'est pied-point. Après, même s'il y a énormément d'Asiatiques en MMA, on le voit au One, de toute façon, il y a énormément de champions asiatiques en MMA. Au Japon, c'est la lutte. Moi, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Et je pense que dans le temps, on verra des Asiatiques à l'UFC, comme on verra des Américains au One. D'ailleurs, il y a des champions américains qui sont au One, comme Demetrius Johnson, qui était 15 fois champion de l'UFC, qui est au One Championship, comme Alvarez, c'est ça, Alvarez, Ouais, qui est au One Championship maintenant, Ben Askren, qui est au One Championship. Par Donc, contre, ce qui est vrai, c'est que ça va dans un sens. Généralement, les mecs qui peuvent rester très bons, tu vois, mais généralement, ils font une transition vers le One ou vers le Bellator aussi. De toute façon, en fait, c'est ça, ouais. voilà. C'est les trois organisations En fait, leaders. on va dire, c'est des voies de garage, sans être C'est ça. insultant, mais Ouais, des c'est voies de ça, garage c'est ça. dorées. C'est quand ça, même. c'est ça. Parce c'est que, ça. et est-ce que les primes au One sont intéressantes justement pour les stars comme ça qui viennent de l'UFC, tu sais, toi ou, Le One Championship, les primes, Ouais. elles sont très bien. Comme je te dis, ils sont au niveau de l'UFC. Tu as des boxeurs au One Championship qui sont 10 fois mieux payés que des gars de l'UFC. Là, il n'y a pas longtemps, dernièrement, j'ai entendu un petit mec anglais qui boxait à l'UFC, qui a mis un post sur Instagram qui disait qu'il a touché 2000 € pour son premier combat à l'UFC. Donc je dirais que c'est similaire. c'est ce qui devait lui rester après les taxes et tout. Voilà. Donc je pense que c'est propre à chacun en fait. La prime, elle ne dépend pas de l'organisation, elle dépend de ta cote. Donc je pense que les Ben Askren, tous ces mecs-là, les Demetrius Johnson, je pense qu'au One, ils prennent des gros cachets, autant que l'UFC, autant ce qu'ils prenaient à l'UFC. Il y a des boxeurs en pied-point qui touchent même des primes mieux que des gars de l'UFC. Tu vois. Et c'est pour ça que le One fait beaucoup avancer les choses. En pied-point, en boxe taille, on parlait de ça. Je pense qu'il n'y a aucune organisation dans le monde qui paye autant la boxe taille. Il n'y en a aucun. Et c'est pour ça que les boxeurs du One, ils ne veulent pas partir ailleurs. Parce qu'on est très bien payé. On est respecté à notre juste valeur. On est chouchouté. Ils sont vraiment aux petits soins. C'est parfait, tu vois. Après, il y a le modèle économique quand même de l'UFC qui, grâce à son système de pay-per-view, C'est ça. peut te faire, peut payer ses superstars des millions. C'est ça. Enfin, des millions, Des et millions. approcher les payes de la boxe anglaise. Des même millions, sur, il y en a pas beaucoup. Après, il y en a, je suis d'accord, Il y a McGregor qui est la grande gueule de l'UFC. C'est lui qui a remis l'UFC à jour. Et avec Khabib.
Khabib, Après, il y le avait reste, Ronda Rousey aussi avant. ouais, Enfin, voilà, mais c'est voilà. vrai que c'était les méga stars du Voilà, secteur. mais Ouais. c'est pas tout le monde qui prenne des millions. Moi, j'ai vu le dernier combat franco-français pour le titre de champion du monde de l'UFC, Cyril Gane et Francis Ngannou. Ils n'ont pas pris des primes, voilà, Mirobolante, on est d'accord, par voilà, rapport à leur exactement. Surtout combat comme annoncé. on le répète, avec les taxes, avec ça, les gens ils oublient avec les taxes, avec les 20% de l'entraîneur, les 10% du manager, tout ce qu'il y a autour. Au final, on ne gagne pas 400 000 dollars. Hein. On gagne 150 000 dollars et plus converti en euros, ça fait, voilà, ça fait pas grand-chose. Donc, je pense que l'UFC, c'est surtout une machine à com. Surtout que c'est une machine à com et qu'ils ont matrixé les gens, ils sont rentrés dans leur tête. Et voilà, mais sinon, ils ne gagnent pas énormément. C'est pas la boxe anglaise, quoi. C'est pas la boxe anglaise aux États-Unis. En Angleterre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'au One et à l'UFC, les primes se valent, pardon, tu vois. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, ouais, je pense que c'est juste. Par contre, il y a un truc qui est indéniable, c'est tu vois, le haut niveau en MMA, il est vraiment à l'UFC, quoi. Si tu veux vraiment faire partir du top 10, Ouais, c'est tu es ça. obligé d'aller taper à Après, l'UFC. je suis pas totalement d'accord, moi. Je suis pas totalement d'accord sur ça. Parce que je suis très neutre. Hein. Je suis pas pro-One, je suis pas pro-UFC, je suis très neutre. Ouais, moi non plus. Mais je dirais que la catégorie poids lourd à l'UFC, elle est pas. Elle est en train de se renouveler là. Ouais, mais on est d'accord, elle n'était pas fameuse. voilà. Justement, tout à Moi, l'heure. je dirais qu'elle est très très faible. La catégorie du One en poids lourd, moi qui ai assisté en live à des combats au One, je les trouve 400 fois plus forts. Il y a des poids lourds qui ne sont pas connus du tout au One, qui sont vraiment très 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 forts. Et ils sont plus forts que la catégorie poids lourd de l'UFC. C'est clair. Après, il faudrait voir peut-être. C'est vrai, je vais regarder ça, je vais examiner. C'est vrai, j'ai pas. C'est clair. Ça m'a peut-être échappé, mais il y a quelque chose avec l'UFC, c'est que effectivement, quand tu regardes un combat, tu peux te dire que il y a des lacunes, tu sais, parfois en striking, et par contre en lutte, tu regardes, si tu veux être champion ou même dans le top 3 à l'UFC, tu es obligé d'avoir une lutte, tu vois. Et on l'a vu là, justement, le combat, tu faisais allusion au combat Francis Ngannou contre Cyril Gane. Tu vois, la différence s'est faite en lutte. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de ce combat? Et même au niveau, tu vois, tu parlais de machine à com. C'est vrai que là, on a vu les premiers pas de l'UFC réellement au niveau marketing en France avec ce combat. Bah, franchement, déjà, c'est très très bien pour la France. Je dirais qu'il y a un championnat du monde franco-français. C'est un pas en avant de ouf. Enfin, franco-camerounais. Franco-camerounais. Francis, c'est vrai qu'il a commencé sa carrière en MMA. Moi, je l'ai connu en France. Il est vraiment camerounais. Et là, quand il revient, tu vois, il passe en France parce qu'il a certains amis, mais moi, je l'ai connu en France. Ouais. J'ai grandi avec lui en France. Il était dans ma salle. Moi, je ne l'ai pas connu au Cameroun. Je l'ai connu ici. Il parle très bien français. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu crois qu'il veut vraiment représenter Après, je pense qu'il représente plus le Cameroun. Mais dans son cœur. nous, on sait tous que les Français, Ouais. il était en France et qu'il a fait toutes ses gammes en France. Ces gammes, il ne les a pas fait au Cameroun. Hein. Il les a fait en France, il les a fait ici, il les a fait avec Fernand Lopez, il les a fait avec Alassane au Phoenix. C'est là où est-ce qu'il a fait ses gammes. Donc je pense que… En tant que combattant, tu veux dire, oui. Oui, en tant que combattant. Après son cœur, bien sûr, c'est toujours le pays natal, bien sûr. Mais moi, je l'ai connu ici, donc moi, je vois ça comme un combat franco-français. Voilà. C'est vrai qu'il était vendu aussi pas mal comme ça, ouais. Voilà, mais donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose pour la France. Voilà, ça, c'est très bien. Je sais pas comment dire. Comment tu l'as vu justement ce combat? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ce combat, on va dire que les deux auraient pu mieux faire, je dirais. Les deux auraient pu mieux faire. Parce que je connais les talents de Cyril Gane et je connais les talents de Francis Ngannou. Ils auraient pu faire un combat largement plus explosif, largement plus spectaculaire, largement plus technique. Mais je pense qu'avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce combat-là, tout le stress, la pression, je pense qu'ils étaient un petit peu bridés les deux. Ils étaient un petit peu bridés. Ils n'ont pas fait leur boxe.
Francis était blessé au genou. Francis était blessé. Cyril, je pense, a accumulé beaucoup de pression, beaucoup de tout ça, beaucoup de responsabilités. Il n'avait pas le droit de perdre. Mais ils ont fait un beau combat quand même. C'était un combat de haut niveau, quoi. C'est un combat de haut niveau et de toute façon, pour les deux, surtout pour Cyril, ça lui sert pour ses combats à venir. Je pense que ça lui a donné une maturité encore plus. Ça lui a donné encore en un combat une expérience de fou. Et c'est avec ça qu'il va devenir encore meilleur et que ça sera le meilleur dans les années à venir, quoi. Tu le vois, toi, s'installer comment s'installer vraiment bien placé dans cette caté ou tu le vois reprendre prendre une ceinture? Moi, mon cœur voit que. C'est intéressant parce qu'il vient de la boxe thaï. Ouais, bien sûr. Même s'il a une carrière fulgurante d'ailleurs. Bien sûr. Non, moi, mon cœur, il veut qu'il soit premier, qu'il soit champion du monde, qu'il soit numéro 1 du classement, qu'il soit indétrônable. Logique. Après, je pense qu'il a toutes les capacités pour. Toutes les capacités pour. C'est quelqu'un de très fort, de très, très réfléchi, très, très intelligent, très. Voilà. Pour un poids lourd, très, très vif. Très, très explosif, il a un très bon IQ dans la cage, donc je pense qu'il va s'installer parmi les meilleurs, j'espère en tout cas. Est-ce que l'arme fatale, ça t'a étonné que Ngannou gagne ce combat en fait grâce à la lutte? Moi après, pour te parler franchement, je connais pas trop le MMA, donc moi je m'attendais plus à un combat pied-point, méchant et tout, donc je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et je pense qu'il a énormément travaillé, Francis, et qu'il a mis toutes les armes de son côté pour gagner ce combat. Il a fait ce qu'il fallait. Donc non, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a dû bien bosser. Parce que je crois que la lutte, c'est même pas trop son point fort à lui. Donc, au départ, non, mais il est super stable, super solide sur ses… Ouais, mais il a bossé, tu vois. Il a bossé. De toute façon, quand tu rentres… c'est l'école américaine de la lutte. Voilà, exactement. Quand tu rentres à l'UFC et que tu vis aux États-Unis, tu n'as plus le droit, t'as plus le droit à l'erreur. Donc, je pense qu'il a dû énormément charbonner, énormément travailler. Et il a accompli tout ça, quoi. Il a accompli son game plan à marcher. Toi, donc, si tu te mets au MMA… Admettons, tu fasses plusieurs combats, que ça se passe très bien, tu trouves ton style et ton rythme. Si l'UFC te proposait un combat, moi, de toute façon, ça donnerait quoi? Est-ce que tu voudrais rester fidèle au One ou est-ce que tu t'envisagerais éventuellement Moi, je suis là pour être le meilleur. Je suis là pour aller au plus haut, battre les meilleurs. Donc, en ce moment, ce qui marche, c'est l'UFC. Si l'UFC me propose quelque chose en MMA, j'irai à l'UFC, ce qui est logique. Ce qui est l'accomplissement d'un mec du MMA. Je pense que tout le monde, tous les pratiquants de MMA, leur but, en réalité, c'est d'être champion de l'UFC. Donc, il n'y a pas photo. Après, je peux commencer au One. À part si le One, il me donne 1 500 000 par combat et je vais rester au One. Mais sinon, bien sûr que ça va être l'UFC, ce qui est logique. Tu sais si le One a pour projet d'organiser en Europe ou en France? Ouais. Déjà, ils avaient pour projet depuis un moment de le faire, vu qu'il y a énormément de combattants européens, surtout parmi les meilleurs. On a énormément de Français, d'Italiens, de Hollandais. Donc je pense que step by step, ça va venir. Ça va arriver. C'est sûr. Parce qu'ils ont de gros projets. Déjà, ils s'installent aux États-Unis là. Donc il y a les États-Unis, après il y aura l'Europe. Je pense que c'est step by step. Je pense que dans 5 ans, ils auront le contrôle. D'accord. Parce que je me souviens à l'époque, j'avais parlé à Victor Cui, c'était un des patrons du One, et puis il m'avait confirmé ce qu'il avait dit de toute façon au niveau com, qu'il laissait l'Occident à Dana White et qu'il ne voulait pas le concurrencer et que lui, il fallait que Dana White lui laisse l'Orient, l'Extrême-Orient. En fait, maintenant, il veut concurrencer directement l'UFC. Le One, ils sont très ambitieux. C'est une grosse machine. Ils veulent contrôler le monde. C'est comme tout le monde. Ils veulent être partout et je pense que même pour les fighters européens, je pense qu'ils en ont besoin de boxer chez eux. Moi, j'ai besoin de boxer chez moi en France. J'ai besoin pour mon public. Les Italiens comme Giorgio, tous ces gens-là, ils ont besoin de boxer chez eux aussi. Donc, pour notre public.
Donc je pense que ça va être une suite logique. Ça va être une suite logique. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu sais combien de temps tu voudrais combattre encore? Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Enfin, outre l'attrait là, du MMA, donc ça apporte de la fraîcheur, de la nouveauté. C'est ça. Est-ce que tu t'arrives à trouver encore cette même tu vois, motivation? Bah moi, la motivation, elle est là à 700 000%. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas s'arrêter. Et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas s'arrêter. Après, tant que la santé elle est là, on va continuer. On va continuer parce que c'est une passion. Comme on dirait, c'est un défoulement. Ça veut dire que j'ai besoin de ça pour relâcher. J'ai besoin de ça pour vivre. J'ai besoin de ça. C'est une thérapie pour moi. Donc, tant que je pourrais, je le ferai. Et voilà, là, suite à mon accident à l'œil, là, j'ai pas boxé depuis 6-7 mois. J'ai pas pu m'entraîner pendant quelques mois. Il y avait énormément de frustration. J'étais pas bien, donc je pense que tant que la santé elle est là, on va continuer à boxer. Qu'est-ce que tu as eu exactement à l'œil? J'ai eu une petite opération légère, rien de bien méchant, rien de bien méchant, rien de bien méchant. Là, ça suit son cours. D'accord. Donc ça. Voilà. T'attends un peu de. Un peu, je suis en convalescence un petit peu, de me remettre bien, histoire de durer encore plus. D'accord. Et voilà. Quand tu n'es pas en préparation comme ça, parce que j'ai vu, ouais, tu as eu certaines années où tu es allé jusqu'à faire 10 combats dans l'année. Ouais. Ce qui est, voilà. En plus, c'est 10 combats de haut niveau, donc c'est sûr que. Ouais, j'ai énormément charbonné, énormément charbonné. Énormément. Et aujourd'hui, tu aimerais. Donc dans ta carrière, tu aimerais faire combien de combats? Enfin, tu t'es dit, ce serait bien que je fasse peut-être 3-4 combats dans l'année ou 2 ou... Franchement, je pense pas du tout comme ça encore. Ouais. Encore, je pense pas. Je suis pas à ce stade-là de penser à gérer mes combats. Tant qu'il y en a, tant que je suis bien physiquement, on y va. Moi, je prends toujours du plaisir. Donc c'est toujours un kiff de boxer. Donc tant qu'il n'y a pas de blessure, tant que le corps y tient, on va boxer. S'il faut boxer tous les mois, tous les 2 mois, on va tu serais prêt à reboxer au même rythme comme ça? Je suis prêt, prêt. Moi, j'ai une routine je suis un combattant. J'ai une routine de combat. Ma vie, c'est que m'entraîner. C'est que m'entraîner et boxer. Donc, moi, je kiffe au contraire. Tu vois. Quand on parlait de vacances tout à l'heure, tu vas en vacances, tu continues à t'entraîner ou pas? Tu continues à penser Moi, je suis un mec très nature, moi. Je suis un mec très, très nature. Donc, moi, quand je vais en vacances, mon plus grand kiff, c'est de partir torse nu en short et d'aller courir des après-midi dans les bois, dans les montagnes, bronzer comme ça. Moi, je suis un mec de la nature. Je suis comme ça. Donc, je lâche jamais le rythme, on va dire. Même mon plaisir, en réalité, moi, j'ai un gros plaisir, c'est courir. Donc, je kiffe courir, surtout quand il fait beau. Quand je suis en vacances dans la nature, tu vois, je kiffe courir, je kiffe être dans la forêt, manger les petits fruits qu'il y a sur les arbres, faire des pompes sur des pierres au soleil. Très simple, tu vois. Tu as un esprit plutôt martial en fait. Enfin, c'est ça. Et j'aime les choses simples, moi. J'aime les choses simples. Donc je lâche jamais le train, quoi, on va dire. Donc tu ne pourrais pas vivre sans le combat, ça fait partie intégrante de ta vie totale. Bien sûr, totalement. Totalement. Et tu saurais dire d'où ça vient à l'origine? Je pense que c'est très comportemental, tu vois. Je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un d'hyperactif, je suis quelqu'un qui a besoin de me défouler, je suis quelqu'un qui a besoin de relâcher, tu vois. Donc j'ai besoin de lâcher tout sur quelque chose, tu vois. Que ça se lâcher tout sur un ring, lâcher tout à l'entraînement, lâcher tout sur des PAO, sur un sac, sur un adversaire. Tu as besoin de sortir quelque chose. Ouais, voilà. C'est quoi? Tu parlais de thérapie tout à l'heure. C'est quoi? Tu sens si tu n'as pas ça, tu as une frustration, il y a une colère, tu as besoin d'évacuer. Moi, je suis une bombe à retardement, moi. Il faut à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui sort, tu vois. Il faut que je m'exprime, en fait. Donc c'est par ce biais-là, tu vois. C'est par ce biais-là. Ça a toujours été même d'ailleurs par ce biais-là. Par le ring. C'est pour ça que je boxe énormément. C'est pour ces raisons-là. C'est parce que j'ai besoin d'extérioriser. J'ai besoin de me concentrer sur quelque chose, de me défouler.
J'ai besoin de bouger, il me faut quelque chose, tu vois. Donc c'est pour ça que ça ne me dérangerait pas de boxer tous les mois et que je m'entraîne tout le temps. Parce que je ne peux pas rester comme ça sans rien faire, tu vois. Qu'est-ce qui te procure le plus de satisfaction quand tu t'entraînes? Tu parlais de courir, Ouais. mais sinon, durant l'entraînement, c'est quoi? C'est plus c'est le sparring, Ouais, moi, c'est le PAO, sparring. c'est quoi le sparring? Clairement. Clairement. De toute façon, moi, la 85% ou je dirais 90% de mes préparations se dirigent vers le sparring. Tu vois, je fais du physique énormément, je fais de la course, je fais beaucoup de PAO, mais en majorité, ça va être surtout du sparring, ce qui se rapproche le plus du ring en soi. Ce qui se rapproche le plus du ring. Donc voilà, je suis à l'ancienne. Je suis à l'ancienne encore. Tu vois, je pense que il n'y a pas 1000 façons de s'entraîner pour monter sur un ring. Tu vois. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, on trouve plein d'autres façons de s'entraîner, plein d'autres. Mais il faut rester dans le basique. Ce qui marche, ce qui marchait, ça remarche toujours. Et voilà, je dirais, l'évolution, elle s'est faite plus sur la condition physique, tu vois, où on peut suivre, mais après, dans l'aspect tactique, ça va être le sparring, tu vois. Et depuis que tu tournes avec les petits gants là maintenant, enfin que tu combats avec les petits gants, tu fais aussi des sparring avec les petits gants? Parce que là, c'est un sparring différent quand avec les petits gants, tu peux pas appuyer les coups. C'est ça. On va dire que je ne fais façon. pas de sparring avec les petits gants parce que ça peut être très dangereux pour les adversaires. Mais je fais le sparring avec mes gants normaux. Mais on va dire que je mets les petits gants juste pour la tactique, tu vois. En fin de sparring, je vais… Sparring plus léger. Donc, Voilà, c'est ça. Je vais faire mes séances de sparring avec les gants, les gros gants. Et juste après, je vais mettre les petits gants et je vais faire vraiment que de la tactique, très léger. Je ne vais pas du tout appuyer, vraiment pour la tactique, c'est tout. Vraiment pour la tactique. Et par contre, au sac, au PAO, c'est avec les petits gants, quoi. D'accord, oui. Ça, depuis, donc tu as adapté vraiment ton entraînement. Ouais. Donc, Bien sûr, bien sûr. ouais. Et tu as senti la différence? Tu sens que là maintenant, tu es beaucoup plus à l'aise parce que ça, les gens s'imaginent que ça ne change pas grand-chose, mais c'est Non, ça change énormément. une grosse différence. Une grosse différence. On a plus de liberté, il y a moins de place. Tu vois, il y a moins de place. On ne peut pas avoir une garde comme ça, c'est pas possible. Tout rentre sinon, tu vois. C'est une passoire. Donc, il faut s'adapter. Et moi, je préfère. Franchement, je préfère les petits gants. Ouais. En termes de sensations, De résultats, sensations, tout, de liberté, même moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les coups de coude et tout, pour passer les mains, les coups de coude et tout. Je pense que c'est le bon compromis pour moi. C'est le très bon compromis. Après, ça ne fait pas plus mal que les gros gants, on va dire. Hein. Je dirais même que on met plus de KO avec les gros gants, vu que c'est volumineux. Donc, je kiffe, ça me convient. Je trouve ça même moins risqué. Tu vois. Et tu penses qu'un jour, en France par exemple, ils pourraient autoriser ça, justement, la boxe thaï avec les petits gants? Est-ce que tu vois les choses changer un jour en France là-dessus? Parfois, on imagine que c'est le ministère qui bloque, mais vu que le ministère a autorisé tu vois, le MMA dans son plein contact, enfin avec toutes les règles, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'autorisent pas la même chose. Non, ça va venir. Franchement, je pense que ça va venir. Tout est une question de temps. Tout est question. Là, le MMA, ça a ouvert la porte au coup de coude sans coudière, aux petits gants. Et je pense que step by step, tout le monde va s'adapter et les restrictions elles vont être réduites et on pourra faire ce qu'on veut, tu vois. Je pense. Et ton tout premier combat, on avait déjà parlé, c'était un interclub, hein, c'est ça? C'était juste ici, là, à Porte de Champéry, juste à côté. Ouais. Ah ouais. Juste à côté, ouais. Et tu avais gagné par KO sur un high kick. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là où tu as eu le… Est-ce qu'avant déjà, tu savais que c'est le sport qu'il te fallait, enfin c'est l'activité qu'il te fallait? Avant, je pourrais pas te dire ça, mais en fait, les premières vidéos en fait, ce qui m'a tout de suite attiré à côté de mes potes et tout, nous on est un peu des mecs urbains, tu vois, c'était la boxe thaï, tu vois, c'est la boxe thaï. Quand on parle de urbain, on parle street, on va te parler de boxe thaï tout de suite. Donc je me suis tout de suite intéressé à ça, tu vois. Naturellement, avec mes potes, naturellement, je me suis intéressé, j'ai regardé des vidéos. J'avais un pote à moi qui faisait déjà de la boxe thaï avant moi.
qui en faisait. Donc il m'a dit viens, vu que tu aimes bien. J'y suis allé à un entraînement. Et le premier entraînement, j'ai vu que ça me convenait totalement, tu vois. J'ai vu que déjà de un, ça me convenait. De deux, j'ai vu que mon premier cours, j'avais énormément de facilité. Ça veut dire semblait que naturel. Hein. très naturel et l'entraîneur de l'époque l'a vu. Tu vois, tout de suite. Donc à partir de ce moment-là, je savais que c'était là où il fallait que je me donne à fond. Tu vois, j'ai des facilités, j'aime bien. Ben, c'est pas pour rien qu'un mois après, même pas, j'ai fait un interclub direct, sans protection, sans rien. C'est que j'avais la facilité, j'avais l'envie, j'avais le mental. Donc on y allait tout de suite. Cet interclub, tu as dit sans protection, ouais, tu n'avais pas de… Non, pas sans protection. Je ne sais pas si c'était légal ou illégal, mais en tout cas, Peu on va importe, pas il y a aller le cramer. prescription, hein. Voilà, il y a Est-ce prescription, que tu avais les coudes? exactement. Il y avait tout. On Tout, est d'accord, tout, donc tu as vu… tout, il y avait tout. Il n'y a pas mort Il y avait d'homme, tout. et puis voilà. Ah Donc non, c'est il y a fou pas qu'en mort d'homme. pro, Ouais, on c'est n'a ça. pas le droit… C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et ouais, bien sûr, en plus, moi, ça me dérange de ouf. Les coups de gère, ça me dérange. Coup de ouf. oui, on est d'accord, Ça me hein, dérange, tu vois, ouais. ça t'encombre. Enfin, Je- tu peux pas… Ouais, je suis obligé d'user de vis pour les descendre un petit peu pour être plus libre. Ouais. Mais ouais, ça me Et dérange. puis, pas mal de fois, tu as eu des coupures d'ailleurs, des combats avec des coupures à cause des coups d'hier. C'est ça. Ouais. Bah, Donc, je sais pas si tu as les coups de gère, ça rajoute du poids, ça rajoute du volume. Donc je dirais même que c'est même plus dangereux même. Je dirais même que c'est plus dangereux. Ça sert à rien. C'est une décision de technocrate. Ça sert à rien. En plus, tous les pratiquants de Muay Thai, ils savent où est-ce qu'ils vont. Hein. Tu en as déjà parlé avec des étrangers ou des Thaïlandais justement de ça? Ils sont choqués, mais bien sûr. Moi, je parlais avec des Ouais. Thaïlandais. Il y en a plein qui ne veulent pas boxer en France à cause de ça. Ah ouais. Bah, t'imagines, un Thaï, il a toujours boxé sans coup de gère. Ouais. Là, il arrive, il fait un combat professionnel en France, dans la capitale du monde presque. Il se retrouve avec des coups de gère ici. Et en plus, on ne parle pas des autres aspects. Ça congestionne les bras. Des fois, on a des coups de gère super serrés. Ça nous serre les bras. Du coup, on est congestionné de partout. Ça coupe le sang. Et chaque boxeur te dira, avant les combats, les coups de gère, ils te les arrachent partout pour qu'elles soient plus légères, qu'elles soient plus ouvertes, pour pas qu'elles te serrent. Donc, au final, on a des coups de gère toutes neuves. À la fin du combat, c'est des serre-pierres, tu vois. Et est-ce que tu dirais que la boxe thaï en France est bien arbitrée? Est-ce que les combats peuvent… déjà, les coups d'hier pourrissent les combats parce que tu as des arrêts c'est super mal intempestifs. arbitré, c'est tout pourri en France. D'accord. C'est Généralement, ils arrêtent le corps à corps assez vite. Ils arrêtent le corps à corps. En fait, tout dépend des arbitres. Ils arrêtent le corps à corps. Je vois des combats qui sont arrêtés alors qu'ils ne devraient pas être arrêtés. C'est le bordel. Je pense qu'ils devraient plus aller se former en Thaïlande, plus aller faire des stages d'arbitrage là-bas. Parce qu'ici, c'est n'importe quoi. Moi-même, quand je boxe en France, j'ai le stress de l'arbitrage. On n'a pas de clinch, on met une saisie, il te met un avertissement, tu ne sais pas pourquoi, tu mets une balayée, tu balayes quelqu'un, il te met un avertissement, il te regarde en mode qu'est-ce que tu as fait, tu es stressé, tu sais plus ce que tu dois faire. Non, il faut qu'il fasse un stage. Et oui, c'est fou ça. Et d'ailleurs, tu n'as pas essayé, je sais pas, les organisateurs, je pense, devraient essayer de se rassembler pour aller voir la fédération pour faire évoluer les choses. Parce que déjà… La fédération, elle est têtue. La fédération, elle est têtue. Ouais. Elle pense qu'elle fait bien les choses, elle pense qu'elle gère bien tout, elle veut rien entendre, elle fait son truc. Ouais, tu as un mur en fait. Voilà, exactement, il y a un mur en face, donc pas d'intérêt. Pas d'intérêt à part aller voir. Mais après, il ne faut pas dénigrer. Il y a de très bons arbitres aussi. Oui, on a de très bons arbitres. Je parle en termes de majorité. Généralement, c'est d'anciens combattants. Exactement. Comme les Couider, il y en a plein. Il y en a plein des très 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 bons arbitres. Mais en majorité, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On parlait de ton premier combat tout à l'heure. Et avant, est-ce que tu as eu des combats avant ça? Est-ce que tu étais un gros bagarreur? Ouais, moi je suis bagarreur, bien sûr, trop.
J'étais un gros bagarreur. Ah ouais. Depuis quand? Tout petit Moi, déjà? depuis toujours. Ouais. Après, bagarreur dans le bon sens du terme, je dirais, ça veut dire que je vais pas chercher la merde, je vais pas me battre comme ça pour rien, comme ça. Mais on va dire que j'avais la patate facile, quoi. Dès qu'on m'insultait, j'aurais pu passer à côté. Moi, je voulais en venir aux mains tout de suite. C'était ma façon de m'exprimer, tu vois. Quand on me faisait du mal ou quand on m'insulte ou quand on manque de respect ou voilà. C'était pas la bonne méthode, mais on va dire que j'étais comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de très réservé, très calme dans mon coin. Je suis hyper actif, mais sinon dans l'attitude, j'ai toujours été très calme dans mon coin. Mais c'est vrai que quand on sort de ma zone de confort et qu'on me titille un peu, c'est vrai que j'ai vite le sang chaud, donc je voulais vite en venir aux mains, tu vois. Comme les Écorché vif, tu dirais que tu étais plus jeune, tu étais. Ouais, j'étais j'étais une allumette. Inflammable, ouais. Voilà, j'étais une allumette. J'étais une allumette. Ouais. C'est clair. Tu sais, tu as déjà réfléchi sur ça? Enfin, je sais pas si tu veux en parler et tout. Est-ce que tu sais d'où ça vient, d'où c'est Franchement, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est une question de caractère, d'attitude. Chaque humain est différent. Après, j'ai pas eu une vie. Il y a des vies qui sont largement plus difficiles que la mienne. Il y a des personnes qui ont vécu largement plus de choses que moi. Même si j'ai pas eu une vie super simple, mais je m'en sors bien. Donc, je pense que c'est dans l'attitude. C'est dans l'attitude, c'est dans le caractère. C'est comme ça, tu vois. Chaque humain est différent. Chacun a son propre caractère. Et moi, j'ai toujours eu un caractère comme ça, tu vois. Toujours. Comme les animaux. Ouais, de l'énergie Voilà, à revendre et exactement. tout. Tes parents, en fait, ils ont été heureux, non, quand tu as trouvé la boxe thaï, quand ils ont vu que tu avais trouvé une voie pour t'exprimer à ce niveau-là? Ou alors au départ, ils étaient. Ouais, réticents, heureux, mais réticents. Tu sais, pour des parents, ton enfant il fait de la boxe et ça reste dangereux quand même, tu vois. C'est un sport qui est. Je suis le premier, enfin, je suis bien placé pour le dire. C'est très dangereux. C'est pas un jeu, quoi. Tu vois, on va jouer au foot, mais on va pas jouer à la boxe. Tu vois, donc c'est bien pour se défouler et tout, mais après, dès qu'on arrive à un niveau ou dès qu'on arrive à faire des combats, forcément, il y a des risques. Forcément, c'est des coups qu'on prend, tu vois. Donc pour un parent, je trouve ça logique qu'ils aient une petite appréhension et qu'ils préféreraient que je fasse du basket ou du foot ou du judo ou de la BF, tu vois, je pense. On se blesse beaucoup au judo aussi. Ah, mais dans tous les sports, Ça on se se voit, blesse. ouais, Même ouais. au foot, il y a les ligaments De haut croisés, niveau, il y a, partout, il y a des hein. chocs de tête partout. Mais je dirais en termes de majorité, la boxe, c'est des coups directs. Tu vois, c'est le but en réalité. C'est le but de faire mal, mettre KO. Ouais. Tu vois, au judo, c'est pas le but de mettre KO. Non. Non, nous, sur un ring, la boxe taille, c'est malheureux à dire, mais si on peut tuer, bah, on va le faire. Hein. C'est comme ça. Hein. Que dans les autres sports, pas forcément. On peut gagner sans avoir cette. Non, c'est un sport extrême. C'est un sport extrême. Ouais, voilà, c'est un sport extrême qui. Voilà. Pour des gens extrêmes. Pour des gens extrêmes, exactement. Voilà. Si t'es pas extrême, bah, tu vas faire du judo. Ouais, c'est ça. Et t'aurais pu faire un autre sport de combat, toi, ou pas? Bah si quand j'étais plus jeune, mes potes, ils feraient du judo, de la boxe anglaise, du taekwondo, peut-être. Ouais. Peut-être. Le judo, tu penses que. Enfin, moi, j'aime bien le judo. Ouais. J'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Moi, j'aime bien tous les sports en réalité. Je suis un multisport. C'est juste que j'ai été tout jeune, mon cerveau vierge, j'étais engrainé vers la boxe thaï, mais en réalité, je suis un multisport. Franchement, j'aime tous les sports. Tous les sports sont respectables. Tous les sports demandent une rigueur, demandent de la discipline, demandent de l'entraînement. Donc, tout me va. Tu vois, c'est juste que j'ai eu une passion pour la boxe thaï. J'ai eu un coup de foudre et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est comme les femmes. Quand il y a un coup de foudre, bah, il y a le coup de foudre. Si je n'avais pas rencontré cette femme-là, il n'y aurait pas eu de coup de foudre. Bah, c'est pareil pour la boxe. Et dès le départ, tu avais l'accès aussi, tu avais l'aspect Thaïlande, c'est-à-dire
le pays et ce que ça représentait dans le pays. Tu vois, tu as un côté mystique avec la boxe thaï. Enfin, C'est ça. c'est un endroit, c'est un carré magique, enfin même religieux, où tu as le Ouais. droit d'user de la violence C'est ça. et nulle part ailleurs en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le privilège de la boxe thaï, de la Thaïlande, quoi. Ouais. La Thaïlande. Très vite, toi, tu as voulu aller là-bas, t'entraîner là-bas en Ouais. Thaïlande Bah oui, au La début. première fois où tu es allé là-bas, c'était quand? Bah, moi, je te l'avais déjà dit, en plus j'y suis allé un peu tard, parce qu'en fait, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens. Aller en Thaïlande, ça coûte de l'argent, ça coûte un billet d'avion, ça coûte un hôtel ou un camp. Le camp, quand tu arrives, bah, faut le payer. Ou si tu payes pas, tu fais le larbin. Moi, j'ai jamais voulu être un larbin. Donc bah, il fallait que j'ai de l'argent, donc il fallait que je boxe, que je fasse de l'argent. Et après, dès que j'ai un peu d'argent, que je parte. Donc on va dire que j'y suis pas allé à 17 ans, quoi. Tu vois, et ceux qui vont à 17 ans, 16 ans, ils ont vraiment beaucoup de chance. Tu vois, ils ont vraiment beaucoup de chance d'y aller tôt. C'est qu'il y a eu des personnes autour pour leur payer tout ça. Tu vois, nous, on n'avait personne pour nous payer ça, tu vois. Nous, j'allais pas demander à 15 ans à mes parents d'aller me payer un voyage en Thaïlande. Tu vois, il faut remplir le frigo, il y a des frères et sœurs à nourrir, il y a le loyer, il y a charbonner dans la vie, déjà c'est dur. Alors partir en Thaïlande, c'est un luxe, tu vois, c'est un luxe. Tu vois, donc j'y suis allé quand j'ai eu les moyens, tu vois, d'y aller. Tu vois. Mais est-ce que tu étais fasciné Ah oui, bien par sûr. ce pays dès le départ? Bah, bien sûr, dès le départ, automatiquement. C'est le pays où est né mon sport préféré, ma passion. Donc forcément, j'étais attiré par la Thaïlande. J'étais attiré par la Thaïlande, j'avais énormément envie d'y aller, j'avais énormément envie de boxer les Thaïlandais, j'avais énormément envie de leur montrer que je peux être le meilleur chez eux et voilà, tu vois. Ton premier combat contre un Thaïlandais, justement? Mon premier combat contre un Thaïlandais, je ne me rappelle plus c'était quand. Bah, de toute façon, le premier combat, j'ai gagné forcément. Ouais. Thaïlandais, c'était sûr, mais j'ai gagné. Ouais. Je crois que c'était Nutapong. C'était Nutapong, je crois. Un truc comme ça. Et tu as senti le style vraiment thaïlandais, la différence ou pas? Bah, ce qui est bizarre à dire, moi je dis toujours des trucs bizarres, je dis toujours des vérités. Les Thaïlandais, ça a toujours été plus facile pour moi. Tu vois. Franchement, moi j'ai une facilité avec les Thaïs qui est hors du commun, tu vois. Je trouve que les Thaïs, je trouve qu'ils ont pas, même les meilleurs, hein, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de rythme. Ils aiment pas trop les patates. Je dirais que c'est pas trop des bagarreurs. Bien sûr, il y a des exceptions, tu vois. Mais en termes de majorité, ils sont très fimeux, comme on dit. Ils aiment bien, tu vois, ils aiment bien gérer le combat, mettre des coups, des middle, se casser, le clinch, serrer, tu vois. Et comme moi, je suis quelqu'un de très violent sur le ring, ils n'étaient pas ils n'étaient pas à l'aise avec moi, donc ils craignaient un peu. Donc j'avais une facilité avec les Thaïs, tu vois. Franchement, j'ai une grosse facilité. J'ai plus de difficultés avec les Européens bien entraînés, les tops, qui ont du rythme, qui ont de la caisse, qui sont agressifs, qui tapent et tout, que les Thaïs, tu vois, que les Thaïs. Ouais. Et je dirais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'à mon poids, les Thaïs, ce pas les meilleurs, tu vois. La Thaïlande, les boxeurs thaïs les plus forts, c'est jusqu'à en dessous de 65 kilos. Tu vois. Après, au-dessus, ils sont. Ouais, c'est plus clairsemé, il y a moins de. Ouais. Il n'y en a pas. C'est plus leur gabarit, c'est des gabarits moins normaux. Il n'y en a pas du tout, clairement. Même pour te dire, les top tailles de ma catégorie actuelle, plus jeunes, ils boxaient à 65 kilos, ils ont été champions du Lumpini, du Raja, Omnoy, tout ça, mais à 65 kilos. 64, 60 kilos même, je dirais. Et maintenant, ils boxent à 70 kilos vraiment pour diversifier en Europe et pour prendre plus d'argent, plus de cachets. Ils deviennent plus feignants et voilà. Mais en Thaïlande, ça se passe en dessous de 67 kilos. Tu vois. Donc les champions du Lumpini, du Raja, du tout ça, 72 kilos, tu sais très bien la valeur que ça a. Ouais. Pas beaucoup de valeur. Et toi, est-ce que tu cut? Est-ce que tu perds du poids pour tes combats? Ton poids normal, c'est combien? Je cutais énormément. Mon poids normal, moi, 77 kg, 78 kg, ça dépend. Je dirais entre 76 et 78 quand vraiment
je fais pas trop attention à l'alimentation et que je me laisse un petit peu aller. Mais tu restes toujours assez, assez sec, assez. Oui, voilà, Ouais. moi franchement, ben là je suis encore Ouais. plus sérieux maintenant, mais on va dire qu'avant mon poids maximal c'était 78 kilos et je boxe à 72, 73, donc il me restait 4-5 kilos à perdre, à cutter, donc je faisais ça. Mais maintenant je suis plus sérieux maintenant, avec le one, le test d'hydratation, les 2 pesées, tout ça, je me dois d'avoir un poids stable et régulier, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu garderas cette rigueur après, hors compétition ou pas? Est-ce que pour toi c'est naturel? Tu disais que tu aimais courir de toute façon. Ben, Donc, on va dire que moi je suis un ouais. gros mangeur, tu Hmm. vois, je suis un D'accord. gros mangeur, j'aime la bouffe, donc on va dire que les régimes, c'est très compliqué de garder cette rigueur-là. J'aurai toujours la rigueur d'entraînement, donc prendre du plaisir en allant courir, en faisant mon sport et tout, mais la nourriture, c'est toujours mon péché mignon, tu vois. La viande rouge, moi je suis un adepte de la viande rouge, je mange beaucoup, donc on va dire que c'est compliqué pour moi. Je le fais là parce que j'ai pas le choix. Parce que c'est mon métier et tout. Mais s'il n'y a plus de boxe, je pense que je pense que je vais me faire plaisir, tu vois. Je pense, tu vois. Ah ouais, le véganisme, c'est pas ton truc. Ah non. Tu connais des gens qui sont véganes et tout et qui arrivent à. Enfin, est-ce que. Les personnes que je connais, je crois que c'est Aurélien Duarte. Ouais. C'est tout, hein, en tout, ouais. réalité. Après, je pense que c'est pas compatible avec la boxe, ça, tu vois. C'est pas compatible, tu vois. Faut de la prot, faut de l'énergie, faut du dur, tu vois. Faut du dur. Il y a un combattant, un boxeur que tu as affronté, Raphaël Diodra, Ouais. qui est devenu lui 100% vegan. Ah, ça, je savais pas. Ouais, ouais. Je savais pas. Ouais. Bah, après, c'est une. Mais il boxe plus en ce moment, enfin ça fait un bout de temps qu'il n'a pas boxé, mais a priori il a gardé à peu près son gabarit. Et, Ouais. après, Bah, faudrait voir, ouais. après, c'est comme dans tout, hein. On est vegan, mais quand on connaît les bons aliments, qu'on est vraiment intéressé, je pense qu'on trouve le compromis idéal pour pas devenir une asperge. Mais ouais, c'est bien. Après, si ça peut aider et que c'est qu'ils kiffent, qu'ils se sentent bien dans leur peau, ben, je suis pour, tu vois. Je suis pour, tu vois, vraiment. Et parle-nous un peu alors de ce projet de club que tu veux, enfin de salle que tu veux. D'où c'est venu? Est-ce que ça fait longtemps que tu veux faire ça? Bah, moi, ça a toujours été, comme je te disais tout à l'heure, ça a toujours été une continuité de transmettre, tu vois, de transmettre. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas égoïste, tu vois, et qui aime beaucoup faire plaisir et qui aime beaucoup voir les jeunes avancer, tu vois. Donc maintenant que j'ai atteint un niveau et que j'ai un énorme bagage technique et que j'arrive plus ou moins à être le meilleur dans ma catégorie, je pense que c'est la moindre des choses que je transmette ça aux petits jeunes qui se forment, tu vois, qui se forment. Et comme Farid Villaume l'a fait avec moi, c'est la base, tu vois. De toute façon, c'est ça, nous, la boxe thaï, c'est le partage, transmettre, le plaisir, tu vois. Est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui sont aussi réceptifs que tu pouvais l'être, enfin que les gens l'étaient à l'époque? Est-ce que tu trouves qu'ils ont la même, tu vois, le même caractère? Parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Ouais, c'est tout compliqué. le monde là. veut être une star, tout le monde veut Ouais, être. c'est T'as les ça, jeux c'est vidéo ça. aussi. Ouais, Faut pas que la jeunesse est plus molle Ah, aujourd'hui. mais ou- bien sûr qu'elle Ouais. est plus molle, elle est plus molle. Les réseaux sociaux, ça a tué tout le monde. Hein. Ça a tué tout le monde. Maintenant, j'entends même des petits gamins, ils veulent même plus venir s'entraîner. Ils regardent que des vidéos sur YouTube et ils reproduisent ça et ils veulent plus venir à l'entraînement. Tu vois. Après, c'est différent, tu vois. Chacun son époque. Nous, on n'avait pas ça, donc on se sentait obligé de venir à l'entraînement, regarder des CD, des cassettes vidéo, des DVD, des box taille. Maintenant, il y a tout à disposition. C'est une autre époque. Il faut vivre avec son air, quoi, tu vois. Donc, bien sûr, elle est plus molle, mais on s'adapte. On s'adapte. Toi, t'es un peu là-dessus ou pas? Tu joues, enfin les jeux vidéo, t'en fais un peu de temps en Ouais, temps? un petit peu de temps en temps. Plus jeune, j'aimais énormément aussi, tu vois, mais là, maintenant, moins, on va dire, moins. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai plus trop le temps de rester longtemps sur un ordi ou sur la console et tout. Mais oui, j'aime bien.
J'aime bien, bien sûr, j'aime bien. Ça distrait, quoi. Ouais. Tu vois. Et autour de toi, tu trouves qu'il y a les gens sont vachement là-dessus, sur les jeux vidéo et tout, sur les. Parce que Cyril Gann, par exemple, c'est un gros joueur. Ouais, gros joueur. Et puis, ouais. Et puis, t'en as d'autres, ouais. Et puis, Moi, je suis un impatient de base. Tu vois, je suis un impatient, donc j'ai du mal à rester longtemps, tu vois. Et pour être fort dans les jeux vidéo, des fois, il faut jouer toute la nuit. Moi, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc c'est compliqué pour moi, tu vois. C'est comme le poker. Le poker, je suis un très mauvais joueur parce que je ne suis pas patient. Je veux gagner tout de suite, je veux avoir des jetons comme ça tout de suite et je ne suis pas patient. Donc je ne serai jamais un bon joueur. Tu vois, c'est comme les jeux vidéo, c'est pareil. Et quand tu t'entraînes pas, quand tu fais pas de boxe ou tu mènes pas tes projets à bien comme ça, c'est tes distractions. Est-ce que tu as des distractions? Franchement, moi, je suis très simple. Je suis avec la famille, beaucoup. Je suis quelqu'un de très, très famille. Je suis avec la famille, je suis avec mes amis, je vais au restaurant. Franchement, basique, tu vois, basique. Je vais au zoo, tu vois, j'aime bien les animaux, j'aime bien la nature. Franchement, des choses basiques, hein, sincèrement. Plus jeune, j'aimais un peu sortir, aller en soirée, tout ça. Maintenant, ça s'est estompé. Et maintenant, j'aime les choses vraiment simples, tu vois. Aller chez de la famille, manger en resto avec la famille, faire des terrasses, tu vois. Les choses vraiment basiques, tu vois. Vraiment simples. Ouais. Et tu projettes d'avoir des enfants, un enfant? J'ai déjà un enfant. T'as un enfant? Je ne savais pas, j'apprends. Ouais, j'ai déjà une fille, elle a 6 mois. Ah oui, c'est tout. Ouais, c'est récent. Ouais. Donc voilà, hein, c'est comme je te disais, la continuité. Hein. La continuité, on prend de l'âge, on est père de famille, on s'occupe d'un foyer. Ah, bravo, c'est pas trop dur. Voilà. Ça, c'est une nouvelle carrière aussi. Ouais, c'est une très grosse carrière. Ouais, je vais pas te dire que c'est facile, tu vois, mais c'est que du bonheur, tu vois. C'est compliqué, mais c'est que du bonheur. C'est compliqué, mais c'est que du bonheur. Voilà. Mais c'est compliqué, je vais pas te mentir. Toi, t'aimerais que tes enfants ou ta fille fassent des sports de combat, non? Non. Clair. Ouais. C'est clair. Bah oui, comme je te disais, ça reste dangereux, tu vois. Ça reste dangereux. Moi, j'ai eu beaucoup de pépins physiques à l'œil. On va dire que comme j'ai fait énormément de combats, on va dire que je suis un peu marqué par tout ça. Et je suis très jeune. Je pense qu'on est obligé d'y laisser des plumes dans le combat professionnel. Parce que toi, tu as un style, c'est vrai, très agressif. Ouais, moi j'ai un style très agressif, je prends beaucoup de coups. Et après, c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de combats, tu vois, très rapprochés. Et on va dire que plus jeune, ça en revient à ma jeunesse. Plus jeune, comme j'étais très fougueux, je faisais pas trop attention au repos, je faisais pas trop attention à aller voir les médecins après les combats, voir des kinés, tout ça. Je boxais, je rentrais chez moi, j'étais gonflé comme ça, je mettais même pas de glace et j'étais un foufou, tu vois. Et j'ai fait beaucoup de combats, tu vois. Donc je pense que ça a eu une petite répercussion sur le physique, ce qui est totalement normal, tu vois. Et je pense que les conséquences, ça va venir plus tard. Là encore, ça va, tu vois. Tout tient la route. Mais non, j'éviterai, moi. Après, pour mes enfants, peut-être pour le plaisir, tu vois, aller à l'entraînement pour savoir se défendre, pour pouvoir se défouler. C'est quand même un beau sport. Mais pas prendre de coups, tu vois. Pas de faire de combat et tout. Voilà. À l'école, c'est bien, l'école. Voilà, c'est bien. Ton combat le plus dur, le plus éprouvant, c'était, ça serait quoi? Est-ce qu'il y en a un ou vraiment c'était… Le plus dur. Après moi, j'ai pas la même sensation de dureté, tu vois. Parce la préparation, tu sais, l'ensemble en fait, peut-être l'enjeu. L'enjeu, forcément, je vais revenir toujours au même disque. Ouais, ça va être pas forcément Yod, mais le tournoi à 1 million. Tournoi à 1 million, quand tu annonces que tu vas faire un tournoi avec 8 participants, il y a 1 500 000 à la gagne.
bah, automatiquement, la préparation, elle est en conséquence. Tu vois, tu te dis là, c'est 1 500 000, c'est une fois dans ta vie, ça va pas être 2 fois. Et tu as charbonné toute ta vie comme ça pour en arriver là, on va dire. Pour pouvoir gagner quelque chose qui puisse te mettre un peu à l'abri et récompenser tous ces efforts durant tant d'années. Et donc, je me suis donné les moyens. Tu vois, je me suis donné les moyens et j'ai fait très, 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 très gros entraînements, très éprouvants, très, très durs. Et ça a été mes préparations les plus dures parce que plus jeune, j'avais pas totalement conscience. Tu vois, moi, c'est toujours un plaisir de monter sur le ring, comme je te disais, toujours un plaisir. J'ai toujours eu cette facilité à aller au contact, cette assurance. Et quand tu as de l'assurance, bah forcément, tu t'entraînes moins. Et on va dire que c'est plutôt là, dans ces dernières années, où je m'entraînais vraiment, vraiment, vraiment comme un fou. Tu vois, parce qu'il fallait que je confirme que je fais partie du top et il fallait que je confirme que je suis le meilleur et qu'il fallait que je batte les meilleurs. Et donc, j'étais obligé de m'entraîner en conséquence. Donc, c'est ces dernières années où je me suis vraiment beaucoup, beaucoup entraîné. Et ce tournoi-là, c'est vrai que ça a été, déjà, on a boxé toujours très rapproché. Je crois que c'était 1 mois et demi chaque combat. Et c'était dur, même c'était éprouvant mentalement, tu vois. Quand tu as toute la France, quand tu as tous tes amis, tous tes potes qui te disent ouais, tu vas gagner, là c'est la chance d'une vie. Tu vois, il y a le million derrière, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. On a beaucoup de responsabilités, tu vois. On ne veut pas décevoir et il y a trop d'enjeux en fait. Il y a beaucoup d'enjeux et donc ça a surtout été une épreuve mentale, tu vois. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis passé à côté de ça à la finale, tu vois, contre Giorgio. Je pense que je suis plus fort que lui, largement. Je pense que un combat contre Giorgio sans prétention, vraiment, hors finale du One à 1 million, je pense que j'aurais peut-être pu le mettre KO, j'aurais peut-être pu le battre aisément, tu vois. Mais là, avec tout ce truc autour du million et tout, je pense que ça a joué, tu vois. Ça a joué et le jour de la finale, la veille du combat, je me voyais déjà gagner, tu vois. Je faisais déjà mes projets, tu vois, la veille. J'étais dans ma chambre au One, je me disais, là, je vais faire ça, je vais coffrer ça, je vais ouvrir ça, je vais donner le temps à ma famille. Ça t'a fait sortir du combat quelque part, peut-être? Ça m'a sorti totalement du combat. Comme j'ai une assurance qui est indéniable, je me voyais déjà gagner avant le combat. Donc, je gérais tout et le jour du combat, je n'étais pas là, quoi. J'étais absent. Pour certains, c'est leur point faible. Mais Ouais. pour certains, c'est leur. T'en as certains qui vont manquer de confiance en Moi, c'est en tout soi. Toi, l'inverse. c'est l'inverse, en fait. Je crois que j'en ai trop. Même. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on me. J'en ai trop. Ouais, faut te réfréner là-dessus. Ouais, parce faut me freiner là-dessus. Justement, même mon Mehdi Zatou qui s'occupe de moi un petit peu, One, même lui à chaque fois il me répétait ça quand on s'entraînait en Thaïlande. Il me disait Samy, t'es trop confiant, Samy, il faut qu'on fasse quelque chose là, c'est pas possible, tu vois, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas, Donc, quand vient le combat, en fait, au lieu d'être. T'as forcément un petit stress et tout, mais au lieu d'être bloqué par le stress, t'es plus galvanisé, plus excité par le. Ouais, exactement. Ouais, Je suis excité, j'ai trop envie de boxer, je suis sûr que je vais gagner, je suis sûr de moi, je suis sûr de mon truc. Donc, et c'est pour ça que les défaites, elles font encore plus mal chez moi, tu vois. Parce que quand je perds, vraiment, tout s'écroule, tu vois. Quand je perds, c'est vraiment la terre m'est tombée dessus. Je pleure rarement, mais après les combats, je pleure des larmes. Je m'enferme dans la chambre, je sors plus. Je fais que de réfléchir toute la nuit. Je suis vraiment au bord du gouffre, tu vois. Vraiment, je comprends pas, comme si, tu sais, je comprends pas, alors que je comprends, tu vois. J'ai perdu, parce qu'il a été plus fort ce soir-là, mais je comprends pas, tu vois. Je suis là, je me dis, mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'arrive pas à comprendre, tu vois. Et voilà, et ouais. Et même quand je perds, je trouve que je gagne, tu vois. Je me dis, mais putain, je gagne pourtant, mais non, tu perds, mon pote. Tu vois. Est-ce que tu es du genre à analyser, à revoir bien tes combats techniquement et tout? Énormément. De toute façon, quand je perds, quand je gagne, je le fais pas, pour être clair. Mais quand je perds, tout est passé au crible.
Tout est au millimètre. Tout est, Avec les entraîneurs, avec. Ouais, déjà tout seul, après avec mes entraîneurs. Mais après, ça me fait encore plus mal parce que quand je regarde les défaites, je me dis, j'aurais juste fait ça à ce moment-là, j'aurais fait ça. Donc ça me frustre encore plus, tu vois. Ça m'aide pour les prochains combats, mais au moment même là, je suis. Ça te fait plus mal psychologiquement. Ouais, exactement. Ouais. Et tu as un exemple précis en tête justement d'un combat où voilà, tu avais fait une erreur sur le moment et tout, que tu as corrigé après par l'entraînement Est-ce que tu as un exemple précis là-dessus? Oui. Ouais. Quand j'ai boxé contre Shanashai et Shanashai au Raja Damlon là, pour la ceinture WBC, moi je me fais rarement toucher, je me fais rarement compter, tu vois. Et là, je crois que c'est au deuxième round, alors que je dominais et que je l'avais déjà fait compter 2 fois au premier round. Au deuxième round, je me mange une droite et je fais l'ascenseur. Je suis à la limite du KO, tu vois. Vraiment, je crois que même j'étais même KO. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour revenir. J'étais à la limite du KO et je me suis dit, après le combat, j'ai regagné par KO au troisième round. Mais après ce combat-là, je me suis dit, mais j'ai failli tomber KO devant le monde entier là. Putain, au Raja Damnon, comment c'est possible et tout. Et j'ai analysé, j'ai vu que j'avais fait une grosse erreur, que j'avais pas de garde en fait, que j'étais tellement confiant, ma confiance, et que je me disais que j'ai un menton en acier et que même moi des coups je vais pas tomber. Et ben non, en fait je suis tombé, tu vois. Je suis tombé, donc je me suis dit en fait je suis pas aussi solide que ça, tu vois. Un menton ça reste un menton, un humain ça reste un humain. Donc je me suis dit là maintenant à l'avenir il faudra plus prendre ces risques-là, que n'importe qui peut tomber KO, moi le premier. Donc là j'ai réussi à m'en sortir, Dieu merci, j'ai réussi à gagner le combat et tout, mais ça aurait pu être le sens inverse. Donc après ce combat-là, je suis plus la même erreur, je baissais plus la garde, j'étais très attentif, je baissais beaucoup plus le menton, tu vois. Donc ça, ce combat-là, il m'a servi quand même, tu vois, il m'a servi. Et tu es toujours avec les mêmes entraîneurs? Ouais, moi toujours. Tu es quelqu'un de très loyal là-dessus. Très loyal. Même quand ça va pas, je suis toujours avec eux. Même quand ça va pas, même quand on me dit beaucoup de choses, non, je reste avec eux. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes amis aussi? Vous êtes devenus amis ou vous faites, non, c'est une famille. On est plus qu'amis. C'est une famille. C'est une famille. Je les connais. J'ai passé plus de temps avec eux qu'à la maison, tu vois. Tu vois, à la maison, je rentrais dormir. Voilà, et basta. Sinon, j'étais toute la journée dans la rue, toute la journée à l'entraînement, en voyage, à combat, tu vois. Tous les jours, je les vois, tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, je les vois. Tous les jours. Donc, non, c'est une famille. C'est une famille. Et quand on le voit avec Youssop et tout, quand il se passe des trucs après un peu graves, on se rend compte que c'est une vraie famille, que tout le monde est là, que tout le monde est solidaire, que voilà, tu vois, qu'on est une grande famille en réalité, tu vois. Et tu te souviens la première rencontre avec eux? Ouais, la toute première? Ouais, bien sûr. Ben, je suis arrivé avec mon sac au Phoenix. Hein. Je suis arrivé avec mon sac comme ça au Phoenix, tout timide, tout discret dans mon coin. J'avais quel âge? J'avais 14 ans, je crois, 14-15 ans. Je suis arrivé comme ça avec mon petit sac. Oui, bonjour, c'est Gabriel Lamy qui m'envoie pour venir m'entraîner. Il y a un Arbé qui me dit ouais, vas-y, va là-bas, pose ton sac, va t'entraîner. Voilà, je suis là, dans mon coin. Je mets mon petit short, toujours au fond de la salle. Attends, excuse-moi juste. Pour remettre dans le contexte, Gabriel Lamy, c'était ton ancien entraîneur avec qui tu as commencé? Ouais, c'est ça. D'accord. À quel âge tu avais commencé avec lui? Je crois que c'était 13 ans. 13 ans, ouais. Je crois 2 que ans c'était avant, 13 ans. Ouais, 13 ans. Et de toute façon, chez Gabriel Lamy, j'ai duré un mois. Hein. Ouais. Je fais qu'un mois là-bas. Même pas. J'ai pas été entraîné en fait. D'accord. J'étais un mois. Au bout d'un mois, il m'a dit je peux pas te garder, toi. Ah bon? Ouais, il m'a dit je peux pas te garder, franchement. Tu vas dans un autre club, je vais te donner le Phoenix, là, tu vas là-bas, au moins ils pourront s'occuper de toi. Pourquoi il t'avait dit ça, qu'il ne pouvait pas te garder? Parce que tu es premier entraînement où je suis arrivé, je lui ai dit c'est quand les combats, c'est quand qu'on peut boxer, c'est quand, il m'a dit ah ouais tu vois mais tu viens de commencer, ouais mais moi je veux boxer et tout, nanana. Après il m'a fait direct des sparring le jour même, il a vu la facilité, il a vu le tempérament, il m'a dit bah vas-y si tu veux je te fais un combat dans 3 semaines, il y a un interclub, après l'interclub comment ça s'est déroulé, il m'a dit vas-y. Vas-y, tiens, vas-y, va. Bon vent, tu vois. Ouais. Donc, tu arrives avec ton sac là-bas? Ouais, je suis arrivé avec mon sac. Phoenix. Au Phoenix, voilà, je suis arrivé. Il ne me calculait pas, parce que voilà, comme d'hab, il ne me calculait pas. J'arrive, Bernard, il me dit va là-bas au fond.
Je vais là-bas au fond de la classe, au fond de la salle, comme d'hab. Je m'entraîne, je regarde Farid Villaume, je regarde les champions de là-bas, là, qui étaient au top de leur forme. Tu vois, je les regarde. Je suis assidu de ouf, tous les jours à l'entraînement, tous les jours. Et voilà, après, ils ont vu, de toute façon, même eux là-bas, hein, ils ont vu direct. Hein. Ils ont vu l'énergumène, tu vois. Ils se sont dit, non, lui, laisse tomber. J'ai blessé les gens à la salle, tu vois, sparring. Il y a énormément de monde, on est que des débutants, mais quand tu entends « Ah !» et c'est qui, c'est toujours moi le fautif. Ouais, il m'a blessé sans faire exprès, il m'a blessé, ils ont vu. Voilà, après, ils sont un peu plus occupés de moi. Après, les grands frères là-bas, la Farid Villaume, tout ça, ils sont venus, ils étaient proches de nous. On voulait faire pareil. Voilà. Après, on a commencé les sparring avec eux. Après, voilà, hein, naturellement. D'accord. Comment ça va se passer les entraînements là-bas? Ils ont un rôle plus particulier. Enfin, ils font les mêmes choses pour les entraînements. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se répartissent les tâches? Franchement, je vais te dire un truc là-bas, c'est l'usine. C'est l'usine, ça veut dire que, on va dire, il y a tellement de champions, enfin même à l'époque, je crois plus que maintenant, il y avait tellement de champions qu'ils étaient vraiment focalisés sur les champions, tu vois. Donc nous, on était un peu, les débutants, on était un peu à l'écart un petit peu, tu vois. On nous disait fais ci, faites ci, faites ça, faites ci, et on était livrés à nous-mêmes un peu, tu vois. On était à l'époque, hein, parce qu'il y avait trop de champions entre Farid Villaume qui boxait, qui était au top, Karim Sada qui boxait, qui était au top, Jamel Yacouben qui boxait, qui était au top, Rachid Kabouri, Pascal Benmati. En fait, il y avait trop de champions et ils boxaient tous. Donc, il y avait 2 entraîneurs ou 3 entraîneurs. Il y avait 3 entraîneurs. Ils ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde, tu vois. Tu as Youssop qui s'occupait de Farid, avec Karim et tout. Après, tu as Alassane qui s'occupait de Pascal Benmati, de tout ça. Après, tu as Narbé qui s'occupait des jeunes pros, tu vois. Pas les champions, mais les jeunes pros qui boxaient aussi. Et nous, voilà, on était là. Bah, c'est pour ça, en réalité, à cette époque-là, c'était le plus déter des débutants, celui-là qui en veut le plus, qui se démarque, tu vois. Celui-là qui pose plus de questions, qui vient plus vers les gens, qui dit hey, viens, je veux boxer avec toi, Farid, il faut avoir du culot, tu vois. Est-ce que je peux tourner avec toi? Et c'est ça qui repère. Si tu restes tout seul dans ton coin et que tu ne parles pas pendant un an, bah, tu vas passer, tu vois. Et la première fois justement que tu as boxé avec l'un d'entre eux, que tu as sparé avec Farid ou l'un d'eux, tu te souviens de ce moment-là ou pas? Je me souviens totalement, J'étais au fond de la classe, j'ai toujours été au fond de la classe, c'est pour ça. J'étais au fond de la salle et tous les jours quand je rentrais chez moi, je me disais, j'aimerais bien boxer avec eux, tu vois. J'aimerais bien boxer avec Farid et tout, j'aimerais trop, tu vois. Mais comme je suis quelqu'un de réservé, discret, je n'osais pas, tu vois. Et il y a un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris, et je me suis levé. Tu vois, c'était la minute de repos pour aller boire. Et je me suis levé, je l'ai suivi dans les toilettes pour boire. Je lui dis, hey, Farid, on peut boxer ensemble et tout. Nana. Il rigole, il me dit, ah, là j'ai un combat et tout. Nana. Je lui dis, non mais s'il te plaît, vite fait, 2 rounds. Il me dit, non, j'ai pas le temps. Et je me remets là-bas et je le regarde de loin, tu vois. Il me regarde, tu vois. Il a vu que je voulais trop, tu vois. Après, il m'a dit, vas-y, viens. Et j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé tout de suite. Je suis allé, je tapais fort, tu vois. Tu sais, je voulais prouver, tu vois. J'étais jeune, je voulais prouver. Je tapais fort. Il me dit non, mais là, sparring, c'est pas comme ça, tu vois. Là, tu tapes trop fort, là. Ça sert à rien, là. T'étais stressé, enfin, je voulais taper quoi? Tu voulais taper pour prouver. Ouais, en fait. je voulais lui montrer que je tape fort, que je voulais montrer que, voilà, tu vois. Et voilà, après, il a vu, tu vois. Il m'a dit, t'es un ouf, toi. Et voilà. Et depuis ce jour-là, on était comme ça. Il a dit, lui, ce petit, il est ouf, tu vois. Après, il est parti voir Alassane. Il a dit, lui, il tape et tout, nanani. Et là, ils sont plus intéressés à moi. Et après, voilà. Et après, au final, j'ai fini par être son sparring partner. Après voilà. Ça t'a fait devenir son sparring. T'étais son sparring attitré, en fait, c'est ça? Ouais, tout le temps. Il kiffait parce que j'étais dur, tu vois. J'étais dur. Et ça t'a fait. Ouais, grave. Bah oui, ça m'a propulsé rapidement. Ça m'a propulsé. Bah oui, après, quand j'allais championnat de France et tout, c'était trop facile pour moi, tu vois. J'étais à l'aise, tu vois. Après, en réalité, je boxais, je tournais avec tout le monde, tu vois. Ce que je te dis, moi, c'est que le sparring. Et même à l'époque, on faisait beaucoup de sparring. Donc, je tournais avec tout le monde. Karim, Farid, Pascal, tout le monde. Vraiment tout le monde, tu vois. Et assez vite, tu as trouvé ton style, enfin Ouais, comment tout de suite. Non, moi, tout de suite naturel. J'ai toujours été un mec qui avance. J'étais un boxeur qui avance, qui tape fort. Voilà, Mouebouk, tu vois,
qui Ouais. avance, qui tape fort. J'avais des genoux de ouf, tu vois, j'étais longiligne et tout. Et automatiquement, j'avais la facilité à mettre les poings et piquer les genoux. Des fois, même à l'entraînement, je les envoyais ici, ici. Ils me disaient, non, oulala, non, mais jamais de genoux là. Mais j'avais cette facilité-là. Donc, mon style, il est venu tout de suite, tu vois. Tout de Parce que tu suite. es très grand pour ta catégorie aussi. Ouais, hein. c'est ça, c'est ça. Tu Et fais un 89. Hein, ouais, c'est ça, un 89. Et j'ai des longs segments, donc naturellement, c'était les genoux qui partaient, les poings, les genoux, tu vois. Et moins les middle et tout, moins, tu vois. Les middle, c'est venu par la suite, tu vois. Sinon, moi, c'était beaucoup genoux. Dans mes combats, ça a toujours été les patates, après les genoux derrière, tu vois. Ça a toujours été ça, tu vois. Du coup, ouais, petit à petit, tu t'es fait ta, Ouais, ta place. Je me suis fait tu ma t'es fait- place. Et après, j'étais comme un petit frère pour tout le monde, tu vois. J'étais le petit chouchou, on va dire, tu vois, tout de suite. Tu sais, quand t'es réservé, voilà, t'es un peu mignon et tout. Oui, t'es mignon, j'étais le petit chouchou, je suis gentil de base. Donc, j'ai toujours été le petit chouchou, tu vois. Donc, après, moi, ils m'ont adopté et après, c'est parti, tu vois. Toujours très sérieux, tu y allais. Ouais, très sérieux. Là-bas, c'était Ouais, comme très tu l'as dit, sérieux. ta deuxième, voire ta première maison en fait. Ouais, très, très, très sérieux. Tous les jours Ouais. à l'entraînement, tous les jours focus, tous les jours. Non, sur ça, Ouais. c'est le seul truc où j'étais vraiment sérieux, tu vois. Du coup, ça t'a préservé parce que tu étais comment à l'école. Ouais, moi, je me fais Tu des étais cours. absent déjà, Absent, enfin, tu étais absent, parti. ouais, absent, laisse tomber. Absent, ouais. Ouais, absent de ouf. Ouais. Que de l'absentéisme même. Du coup, Je ça dirais. t'a redonné une vraie discipline de Ouais, vie. une vraie discipline. Après, moi, j'ai eu la chance aussi d'être avec mes parents et toute ma famille. On a une éducation stricte, tu vois. Donc, j'ai toujours été bien éduqué sur ça, sur les respects, la politesse et tout, tu vois, vraiment sur ça. Mais à la salle, ça m'a beaucoup donné de principes de rigueur, de encore plus de discipline, encore plus de sérieux. Ça a calmé mon tempérament. Samy, je vais te libérer. Ok. Et donc voilà, un échange Constructif, j'espère. ouais, constructif et je pense qu'il intéressera pas mal de personnes. Ouais. Et en tout cas, un plaisir. Ouais, plaisir partagé comme d'habitude. Hein. Ouais. Et ok, bah, je vous dis ciao, bye à tout le monde. N'oubliez pas, ouais, je le dis jamais ça, mais abonnez-vous et la cloche, là, enfin, C'est ça. faites le Voilà. tout team. Voilà. Et puis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Et merci pour ce que tu fais pour le Muay Thai. Mais écoute, Tu donnes l'opportunité aux champions, aux boxeurs de s'exprimer. C'est pas négligeable, c'est du travail pour toi. Et tu fais ça gratuitement. Et force, merci pour tout. Et voilà. merci, Samy. À très bientôt.